Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art. Il n'est jamais trop tard pour parler d'art et nous avons le plaisir de recevoir un artiste que vous connaissez tous, bien connu pour ses sculptures monumentales, Laurent Valère. Laurent, bonjour. Bonjour Claire. Et Bienvenue sur notre émission. On est heureux de vous recevoir. Alors, vous êtes une figure du monde artistique martiniquais, bien qu'étant autodidacte, puisque vous êtes juriste de formation. Vous développez dès l'adolescence une passion pour l'art qui vous amène à créer et à faire ce que vous faites aujourd'hui. Alors, on revient un petit peu sur votre parcours. Vous avez participé à une première exposition en 1980 à la Cité universitaire de Paris. Et après l'obtention de votre DESS en droit des affaires en 83, vous venez vous installer en Martinique, où vous vivez et vous travaillez depuis. Vous exprimez à travers la peinture, la sculpture, des assemblages, mais aussi des installations et des sculptures monumentales, comme on va voir tout à l'heure. Vous avez participé à de nombreuses expositions collectives en Martinique et en Guadeloupe, avez reçu plusieurs prix, distinctions, dont le prix de l'exposition des artistes de l'Outre-mer à Paris en 92. Et en 99, vous devenez chevalier de l'Ordre national du mérite pour votre mémorial Cap 110. Est-ce que c'est exact tout ça? exact. D'abord, merci de l'invitation. C'est un plaisir de découvrir Zitata, le studio. Oui, C'est magnifique. Et oui, c'est vrai, tout ce que vous avez dit est vrai. Je ne sais pas où vous avez été chercher tout ça, mais c'est vrai. parfait. Et alors, dans une de vos interventions, vous dites que votre pratique artistique relève d'un cheminement inattendu. Est-ce que vous êtes surpris par votre trajectoire? Un petit peu, enfin, disons que j'avais rien prévu. Enfin, je n'étais pas du tout destiné à la carrière artistique, puisque j'étais plutôt destiné à la carrière juridique, parce que c'est la formation. Et puis la vie, c'est ça, hein, on fait des plans, on fait des prévisions, et puis en réalité, il y a quelque chose qui se met en place qui n'était pas organisé. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans le monde de l'art plastique, des arts plastiques. Mais depuis tout petit, et aussi vous aviez une mère qui peignait, je crois. Oui, ma maman, d'ailleurs, j'ai amené un tableau d'elle. Ma mère peignait. Et quand je réfléchis aux origines de ce goût pour la peinture et l'art, je crois que ça vient de ma mère. Mhm. Parce que je l'ai toujours vu, aussi loin que je me retourne, je l'ai toujours vu dessiner des trucs parfois très compliqués, enfin, pour mon regard d'enfant. Oui. Et puis, quand je suis devenu adulte, elle peignait elle est passée à la peinture à l'huile, où elle peignait surtout des scènes religieuses. Vous avez Et peut-être appris avec elle? pas vraiment, mais je me suis inspiré, oui. Mhm. En la voyant faire, oui, ça m'a donné une inspiration, certainement. Alors, vous évoluez entre la peinture, la sculpture monumentale, des reliefs. Qu'est-ce qui guide le choix de ces techniques pour l'expression de votre art? Alors, la peinture, c'est le quotidien. La peinture, c'est le quotidien parce que c'est une activité de faible amplitude. Il faut un chevalet, un peu de peinture acrylique, de l'eau, une table, une petite musique si possible. Mm. Ça, on a besoin de 4 mètres carrés, j'ai envie de dire, pour peindre. Par contre, pour la peinture, pour la sculpture monumentale, j'ai envie de dire il y a deux grandes phases. Il y a la préparation et la réalisation. Même, je dirais, la conception, La conception, avant même la voilà. Avant préparation. même la préparation, voilà. Ouais. La conception, c'est le plus long, en Ah oui, fait. Parce qu'on réfléchit à quelque c'est ça. chose, ça prend du temps, on change, on confronte ça avec les possibilités réelles, Mm. techniques. Mm. Il faut consulter des gens, etc. Et ensuite, la réalisation technique, il faut trouver un atelier, ou alors, à moins de disposer d'un atelier. Moi, j'ai jamais eu d'atelier pour l'art monumental. J'ai toujours fait in situ, sur Ouais. place, ce qu'il fallait faire. Et cette phase-là, c'est une phase qui requiert plusieurs partenaires, qui requiert des gens, différentes compétences. Mhm. C'est la phase un peu passionnante, hein. Ouais. Et puis, il y a l'installation, il y a la livraison de l'œuvre. Et puis après, il y a une phase importante, c'est la vie et de l'œuvre, la communication sur cette œuvre. L'intégration de l'œuvre dans son L'intégration, voilà. paysage et dans son Ouais, environnement, mais c'est une vraie conduite de projet, en fait, de tout à mener fait, ce type de, tout à de, fait. de réalisation monumentale. C'est exactement, vous avez vraiment dit le mot, c'est la conduite de projet. Parfois, il faut des autorisations spéciales.
parfois, il faut presque faire une véritable campagne électorale pour faire comprendre aux riverains. Par exemple, au Diamant, les riverains pensaient que c'était une secte millénariste qui allait s'installer là, qu'on était aux alentours de l'an 2000, donc il fallait aller expliquer, faire un travail pédagogique pour expliquer que c'était à l'occasion de la commémoration du 150e anniversaire. Mais il y a aussi la recherche de sites, les autorisations à avoir. Enfin, oui, c'est compliqué parce qu'en droit, le système français, en droit français, le droit français, c'est le royaume des autorisations préalables. Il y a 10 personnes qui donnent des autorisations préalables, il faut faire les 10. Et si les 10 sont réunis, on a l'autorisation. C'est souvent ça, c'est ça le cadre. C'est le cadre juridique. Alors, vous dites aussi que la plus extraordinaire galerie du monde, c'est la mer. Absolument. Et je vous cite, « La mer est mon lieu. Aller mettre des choses sous l'eau peut paraître inutile, farfelu, mais je garde une foi absolue dans l'art sous-marin. » Alors, on va parler de vos œuvres sous-marines. Pourquoi cet amour d'abord pour la mer? Écoute, d'abord, je suis un insulaire, comme nous tous, nous sommes des gens de la mer. Hein. Et puis, en fait, c'est un goût, je ne sais pas d'où il vient, mais en tout cas, ça s'est développé avec le temps. Et à partir du moment où j'ai posé la première sculpture sous-marine, je n'ai cessé. Alors là c'est Maman de l'eau conférence. C'est une sculpture qui est à Sainte-Anne, qui est en face du club Méditerranée, et qui est composée de 3 têtes de Maman de l'eau. On reconnaît les boucles d'oreilles, au milieu desquelles il y avait un jet d'eau d'une 50aine de mètres, et c'est une œuvre qui est très paisible. Là, on voit le jet d'eau qui est sur à quelques mètres. C'est vous qui l'avez créé, le jet d'eau? Oui, tout à fait, parce que sous l'eau, ça fait partie de la sculpture. De l'œuvre, oui. Sous l'eau, il y a 3 pompes industrielles qui pompent l'eau de mer et qui l'envoient, qui la pulse par un jet unique à très grande hauteur. Mais cette œuvre conférence, vous l'avez faite après après Maman de l'eau. Après Maman de l'eau, absolument. Et dans l'ordre, en fait, vous avez commencé par Cap 110, il me semble. J'ai commencé par Cap 110, Maman de l'eau à Saint-Pierre. Et ensuite, la conférence. Et puis là, c'est Yemaya, c'est une deuxième sculpture sous-marine, qui est une deuxième divinité sous-marine, qui est installée à côté de la Maman de l'eau, à peu près à une dizaine de mètres. Ce qui fait que quand on plonge, quand on arrive sur la Maman de l'eau, on voit Yemaya à côté, et les gens qui plongent là. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ces 2 sculptures sous-marines? À l'origine, je devais faire une sculpture sous-marine à la pointe Borgnès. Et puis, il y avait un problème de cantonnement à la pointe Borgnès, c'est-à-dire une zone où on ne peut pas pêcher. Et c'était un peu compliqué d'aller installer des objets d'art sous l'eau, là où on ne peut pas pêcher, quoi, en fait. Et finalement, les marins pêcheurs m'ont conseillé de m'intéresser au nord. Et donc, je suis allé dans le nord, et les marins pêcheurs du nord de Saint-Pierre m'ont indiqué un endroit qui est là, où j'ai pu déposer la Maman de l'eau. Avec les marins pêcheurs. Totalement, avec les marins pêcheurs. Et il faut les écouter parce qu'ils connaissent le rythme de vie de la mer. Parce qu'il y a une espèce de saisonnalité sous l'eau. Il y a des moments dans l'année où on a des espèces d'algues, on a parfois des espèces de fleurs, il y a des poissons qui viennent pondre. Enfin, il y a toute une vie qui se crée parce que ça fait office de récif artificiel. C'est ça. Mais le fait de mettre ces sculptures sous l'eau, pour vous, ça avait quelle signification? Et est-ce qu'elle est observatrice du monde marin? Est-ce que alors, l'intérêt de ça, enfin, le message de ça, c'est la sanctuarisation de la mer, de la baie de Saint-Pierre, et au-delà de la mer, de façon générale. Une espèce de sanctuarisation parce que l'idée, c'est d'installer là des divinités sous-marines féminines. Donc, la première, c'est Maman de l'eau. En fait, la Maman de l'eau, c'est la sirène dans notre culture à nous. On appelle Maman de l'eau, mais ailleurs, on l'appelle Mami Wata, on l'appelle Yemaya. En l'occurrence, la deuxième sculpture, c'est Yemaya, celle qu'on a vue tout à l'heure, et qui sont des sculptures de grande taille. Alors celle-là, c'est Yemaya. Elle doit peser à peu près 25 tonnes. On est sur des choses très lourdes. Et très lourdes, pourquoi? Parce que sous l'eau, il se joue les forces des courants et des tempêtes. Alors, soit vous faites des fondations, vous allez chercher du sol, soit vous faites des choses très lourdes qui ne bougent pas malgré les vagues. Là, on voit la Yemaya avec les petits poissons
qui ont trouvé leur refuge. C'est une équipe de combien de personnes qui a travaillé sur ces projets? Il y a du monde, hein, c'est une armée mexicaine Que vous avez tout piloté. avec que des chefs en plus, que des chefs. Parce qu'il faut des gens qui connaissent le béton, des gens qui connaissent la manutention, des gens qui savent faire du transport maritime, des plongeurs, un scaphandrier pour positionner, enfin, c'est des pompiers pour la sécurité, parce que c'est sous l'eau, les manipulations lourdes sous l'eau doivent être très sécurisées parce qu'un accident peut arriver. Bien sûr. Alors parlez-nous maintenant de Cap 110, qui est un peu le site remarquable touristique, qui est devenu un lieu de recueillement à la Martinique. Racontez-nous la genèse de ce... Alors Cap 110, c'est une installation qui vient d'une lecture d'un ouvrage d'Armand Nicolas, Histoire de la Martinique. En lisant l'Histoire de la Martinique d'Armand Nicolas, qui est un ouvrage absolument à lire, parce que j'ai envie de dire c'est l'histoire de la Martinique pour les nuls, c'est-à-dire pour les gens comme moi qui ne connaissaient pas vraiment la chose historique. Je découvre l'histoire de la Martinique. Et dans cette histoire de la Martinique, je découvre qu'il y a un naufrage au diamant qui semblerait être le dernier naufrage de navire négrier de l'histoire de la Martinique. Et de fil en aiguille, à partir de ce livre, une petite enquête m'amène à d'autres livres, d'autres lectures, qui m'amènent à établir et à confirmer qu'à l'endroit de l'Anse-Cafard, s'était effectivement passé un naufrage. À partir de là, j'ai conçu un peu une première petite maquette de 10 cm que j'ai amenée au maire du Diamant, en disant, monsieur le maire, l'année prochaine, ce sera le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Voilà ce qui s'est passé à l'Anse-Cafard. Je voudrais vous demander si vous accepteriez qu'un monument soit fait là. Il regarde le truc, il me dit... la maquette, c'était une réplique de l'existant. Oui, petite maquette, réel. un petit truc tout petit. Il regarde ça, et puis il me dit, mais explique-moi. Je lui explique le truc, et finalement, il me dit, mais ouais, eh bien, roulez. Je suis parti comme ça, avec ma lettre de commande, à partir du roulé du maire, que je remercie, qui s'appelait Serge Larcher, le sénateur Larcher. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à fabriquer. On a commencé à fabriquer en septembre 1997, on a fini en décembre de cette même année-là, et on a installé le 8 mars 1998. Sur le haut de la falaise qui domine l'endroit où le bateau s'est échoué. Oui, on a été prêt très tôt. Enfin, là, en tout cas, c'est une œuvre qui marque beaucoup, et d'ailleurs, elle a été soulignée par Édouard Glissant, qui disait que c'était votre meilleure œuvre, je crois. Il m'a dit, comme c'est un grand taquin, Glissant, il m'a dit, mon petit garçon, ouais, bah, il est là, où tu es en état de grâce, ou pas, ça fait rien, quoi, après ça. Et puis, dans un éclat de rire, Glissant tient. C'est ça. Ouais. Et ça s'avère, en tout cas, cette œuvre continue à exister et vous faire connaître au-delà des frontières. Et je crois que vous avez le projet de faire une réplique de l'autre côté de l'Atlantique. Et de dupliquer cette œuvre dans le monde. Et on va commencer par la côte ouest africaine. Après ça, on a d'autres projets de la dupliquer ailleurs encore. D'accord. En tout cas, bravo, parce qu'elle fait la renommée aussi de la Martinique. Elle contribue à remplir À vrai dire, on n'avait pas... C'est bizarre, vous savez, le succès d'une œuvre dépend de l'œuvre elle-même, mais dépend de l'histoire, du scénario. On va dire aujourd'hui du narratif. Du narratif qui accompagne. Voilà. Il y a un narratif autour de ce site. Il y a un narratif autour de cette baie du Diamant, de ce naufrage. Tout un mystère. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Il y a des documents dont on sait qu'ils existent, mais on ne sait pas où ils sont dans le pays. Il y a presque un roman policier derrière ça. Alors vous avez continué aussi dans ces créations un peu extraordinaires avec la box signe à main, le fameux cercueil peint. Je ne sais pas si on peut l'afficher à l'écran. Voilà, alors un jour, j'ai un ami qui est... C'est assez improbable quand même, Laurent. Racontez-nous cette c'est histoire. particulier. J'ai un ami qui s'appelle Signe à main, qui est entrepreneur de pompes funèbres. Et mis à part que je le taquine tout le temps, lui disant j'espère qu'il me fera un tarif le jour venu. Et un jour, il m'amène un cercueil. Il me dit, Laurent, est-ce que tu peux allons faire une œuvre d'art avec ça? C'était une suggestion de sa part? Oui, tout à fait. J'étais un peu étonné. J'ai commencé par lui demander d'accepter de vérifier qu'il n'y ait personne dans ce cercueil. On a ouvert le cercueil, on l'a refermé, on l'a fait rentrer et on a commencé à le décorer.
Et alors, ce cercueil a fait l'objet de photos dans Facebook. Ouais. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont donné, qui m'ont félicité, parce que c'est spécial quand même. Ah bah, c'est très Ça touche spécial. un peu l'intime C'est très ultime. spécial, oui. Voilà. Et dont un ami qui m'avait fait un commentaire très sympa et qui malheureusement a disparu, et a été enterré dans ce cercueil. À la demande de sa famille. De sa famille. Voilà. Et à qui je fais un clin d'œil, elle se reconnaîtra. Et moi, on avait fait ça avec tellement de... Au début, on a beaucoup rigolé, c'est de l'humour noir, on veut exorciser cette peur. Ouais. Et puis finalement, on l'a fait avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, parce qu'on s'est dit que peut-être qu'un jour, quelqu'un utilisera ce cercueil. Ça va l'accompagner. On s'est dit ça, on espère qu'aucun d'entre nous autour de cette table ne va l'utiliser, mais quelqu'un l'a utilisé. Donc, j'ai vu, pour être allé à l'enterrement en question, comment ça avait une fonction apaisante, oui. Incontestablement. Bah, ça personnalise. Ça personnalise, ouais. Et ça dédramatise un peu. Ça. Et après, je crois que ça a fait des émules. Ça a fait des petits, si je puis ainsi dire. Oui. Et de temps en temps, mon ami signe même appel pour une décoration. Ça montre que votre créativité n'a pas de limite, Laurent. Si, il y en a une, c'est celle-là. Ah bon, oui, effectivement. Alors, vous avez continué, puisque vous avez fait aussi d'autres types de sculptures, notamment, je pense, aux éléphants bleus, oui. Si on peut les afficher. Alors, les éléphants bleus, c'est une installation, c'est pas une sculpture, c'est une installation. Au Diamant, il y a un marigot, une petite mangrove absolument merveilleuse. C'est un endroit qui est en paix, qui est hors circuit, et pourtant qui est à 50 mètres de la route. Mais il y a une espèce d'animation naturelle. Et de temps en temps, à l'intention des promeneurs, je pose une installation flottante. Mais elle est permanente ou elle est éphémère? Non, c'est éphémère. C'est toujours éphémère. Après, je démonte et je ne laisse jamais l'installation sur place. Et celle-là, c'était les éléphants bleus du Diamant, une espèce d'installation. Alors les gens ils savent ça pas dépend. Trop ce que... Ça dépend. Le touriste, lui, voit ça, il passe, il dit, tiens, une animation sympa. Bon. Le Martiniquais, il se dit, mais de quoi s'agit-il exactement? Il se pose la question. Est-ce que c'est un quimbois? Est-ce que c'est un bon Dieu coulis? Est-ce que c'est un... Bon, mais ça, c'est notre culture, hein, nous. Ça, c'est nos affaires. Vous combien de temps, en général, les installations éphémères? Alors, ça dépend. Ça peut durer quelques jours, ça peut durer 15 jours, 20 jours. Hein. J'ai déjà eu l'occasion d'installer dans la mangrove du Diamant des choses volumineuses et lourdes. Ouais. En particulier 2 lions bleus, chacun 200 kilos. Ouais. On a quand même volé. On les a volés. On les a volés. Je ne sais pas qui les a volés. Incroyable. Ouais, on les a volés. Vous allez peut-être le retrouver dans le jardin d'un ami. C'est possible. C'était 2 lions bleus de costauds qui faisaient chacun 200 kilos avec des lunettes. Et l'œuvre s'appelait Camarade. Téléspectateurs, si vous voyez un lion bleu, 2 lions bleus, ils sont 2. Des lunettes, sachez que c'est l'œuvre de Laurent. Voilà. Ça s'appelait Camarade de l'école. C'était une œuvre qui avait été... Je me suis dit, celle-là, je vais vous revenir la chercher parce qu'elle est très lourde. Quand je suis venu la chercher, il y avait plus. Incroyable. Il y avait plus. Ce type d'installation et de conception, vous le nourrissez, vous le concevez avant, longtemps, vous dites, tiens, je vais faire ça. C'est quoi la démarche? Oui, alors, c'est le premier pas qui compte. La première chose que j'ai faite là, j'ai installé une table avec des couverts. Que j'ai posés sur le... Alors, il faut rentrer dans la mangrove, parce que la mangrove, elle n'est pas très engageante, elle est un peu sombre, machin. Alors, je suis rentré avec un kayak au milieu, parce qu'il ne faut pas être sur le bord, sinon c'est trop facile à toucher. J'ai installé une table avec une assiette, un verre, une fourchette, un couteau, un lambi et des roses. Et ça flottait comme ça dans la mangrove. Et j'ai surpris des gens un jour, des compatriotes, qui regardaient le truc. Il y en a un qui a dit à l'autre, Monsieur Sav, ça y mettait là. Alors, et l'autre qui disait, non, Monsieur Sav, qui m'y mettait ça? Toujours la même histoire. Ils pensaient que c'était un quimbois. C'était pas un quimbois, c'est juste une animation, une installation. Non, mais c'est très surprenant parce que les gens ne connaissent pas et puis chaque installation est différente. Chacun réagit, oui. Alors Laurent, vous faites aussi de la peinture et vous nous avez amené aujourd'hui des œuvres spécialement pour l'émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je crois qu'elles sont nouvelles, enfin en tout cas l'une d'entre elles.
Et est-ce que vous pouvez nous les commenter? Avec plaisir. Alors, ce tableau est un tableau très important pour moi parce qu'il a été réalisé par ma mère. Oui, dont on parlait tout à l'heure. Dont on parlait tout à l'heure, qui représente Saint Joseph et Marie dans une étreinte qui est, je ne sais pas si elle est catholique, mais elle est sincère. Oui. Et ce tableau ne m'a jamais quitté, et même si ma mère nous a quittés, et je l'ai toujours avec moi. Et parce que c'est un peu d'elle que je tiens ce goût pour la peinture. Okay? Merci de nous la partager. Ah oui, oui, c'est avec grand plaisir, vraiment. Parce qu'elle avait, et comme toutes ces personnes qui peignent un peu, j'ai envie de dire, par effraction, elle ne voulait pas exposer. Ah oui. Jamais elle n'a voulu exposer. Et bon. Seuls ses intimes et sa Ses famille. intimes, voilà, exactement. Le deuxième tableau que j'ai amené, c'est le tout dernier. Je l'ai fini là, il y a 2 jours. Il n'est même pas encore encadré. C'est un tableau qui m'a été suggéré par un ami avocat qui me dit il y a quelques jours, tu devrais prendre quelque chose sur l'actualité. Alors je lui ai dit, tu sais, l'actualité, c'est pas mon truc, parce qu'il faut laisser toujours un temps de digestion, quoi, ne pas faire les choses. Sinon c'est du reportage, en fait. Ça. Et, prendre un peu de recul. Prendre un peu de recul, exactement. Et moi, je me suis dit, je vais faire un tableau sur les avocats. Sur les avocats, c'est pour ça que dans ce tableau, il y a le chapeau rouge que tout le monde connaît ces jours-ci, que la Martinique connaît depuis le mois de septembre. Et trois avocats qui regardent le chapeau. Qui regardent le chapeau, et ils sont tellement en état de sainteté qu'ils ont des auréoles. C'est ça. Voilà. Et c'est tout ça parce que je pense que le rôle des avocats, dans ces périodes difficiles, le rôle des avocats est fondamental. Le cadre juridique, rappeler la règle, ne pas se laisser aller à l'énervement, à la passion, cadrer les choses. Et on ne parle jamais des avocats. En fait, dans ce registre-là, on a toujours un regard un peu critique sur cette profession, qu'il est certainement par ailleurs, mais dans les moments difficiles, je pense que les avocats sont absolument essentiels, et je leur rends un hommage dans ce tableau. Ils regardent la lune. La lune, voilà. Ou le soleil. La lune, peut-être. La lune, c'est la nuit. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, merci Laurent. On va écouter Dominique Berthet qui nous fait une précision sur votre travail dans la rubrique Parole d'expert. Laurent Valère est un artiste polyvalent qui développe une pratique picturale, assemblage d'objets, réalisation de peinture murale. Mais ce qui va faire l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est essentiellement des œuvres monumentales réalisées dans des lieux spécifiques. Donc la monumentalité et la relation au lieu vont être les éléments qui vont m'amener à parler de 3 réalisations. Le Cap 110, réalisé au diamant, Moments de l'eau à Saint-Pierre, et puis la conférence des Moments de l'eau à Sainte-Anne. Donc, chronologiquement, c'est Cap 110 qui a été réalisé par Laurent Valère. C'était en 1998, plus précisément à Anse-Cafard. Alors, c'est une œuvre mémorielle qui, dans une certaine mesure, commémore un événement qui s'est passé en 1830, lorsqu'un bateau négrier est venu s'échouer sur les rochers d'Anse-Cafard. On ne sait pas précisément le nombre de passagers, le nombre de captifs qu'il y avait, le nombre de membres d'équipage, on ne sait pas précisément. Ce que l'on sait en revanche, c'est que 86 personnes ont été rescapées et les autres ont disparu. Cet événement a été pour Laurent Valère le déclencheur d'une œuvre véritablement monumentale, puisqu'elle rassemble 15 bustes de personnages dont on ne voit qu'une partie du corps. Ce sont des bustes en béton et recouverts d'un sable blanc. Donc ce sont
des masses formant un triangle, comme pour évoquer le commerce triangulaire, voilà, qui font face à la mer avec une posture penchée, la tête regardant en bas, comme pour symboliser le poids de cet tragique événement. Ça, c'est donc la première réalisation monumentale liée à la mer. La seconde œuvre que je vais évoquer, elle s'intitule Maman de l'eau. Elle a été réalisée en 2004 et c'est une œuvre immergée à 10 mètres de profondeur sur un sol sableux. Il s'agit d'une sirène, le visage regardant la surface. Et elle est devenue un récif pour les poissons. Elle ne se découvre donc qu'en faisant l'effort de plonger dans la mer. C'est une œuvre unique en Martinique. Laurent Valère a été le premier à réaliser ce type d'œuvre. C'est une œuvre en béton de 20 tonnes. Et voilà, c'est une œuvre assez titanesque et qui participe à la réputation de Saint-Pierre. Enfin, la troisième œuvre, il s'agit là encore de Maman de l'eau, puisqu'il s'agit d'une œuvre intitulée Conférence des Mamans de l'eau, et elle a été réalisée en 2006 à Sainte-Anne. Il s'agit là aussi de sirènes dont une partie est immergée. C'est une œuvre en résine avec de la mousse à l'intérieur, résine recouverte de peinture blanche. Et puis cela forme une sorte de cercle et au centre, eh bien, il y a un jet d'eau qui propulse de l'eau de mer jusqu'à environ 45 mètres de hauteur. Là aussi, eh bien, il s'agit d'une œuvre et d'un art marin, quelque chose de tout à fait inhabituel, quelque chose de tout à fait insolite. Et ce qu'il faut mentionner pour conclure, eh bien, c'est que le fait que ces œuvres soient liées à l'eau et soient réalisées dans l'eau, eh bien, ce n'est pas anodin, puisque la mer, historiquement, pour les Antillais, est un espace tragique, puisque les captifs malades, décédés, ou bien lorsque un bateau risquait d'être arraisonné, eh bien, étaient jetés par-dessus bord. Et Édouard Glissant raconte que le fond des mers est tapissé donc, de corps. Donc c'est une référence à ce que Édouard Glissant appelle l'expérience du gouffre. Et voilà, c'est aussi une façon pour Laurent Valère eh bien, de faire référence à cette histoire tragique. Alors Laurent, on vient d'écouter Dominique Berthet parler de votre travail. Est-ce que vous avez envie de réagir sur ces propos? Enfin, c'est difficile Sachant de que parler. Dominique est un grand critique d'art. D'abord, il y c'est a un grand beaucoup... critique d'art, Ouais. et puis d'ailleurs, je le salue parce qu'il fait un travail extraordinaire, un travail avec une opiniâtreté, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que Dominique Berthet fait ce taf. Moi, je pense que c'est difficile de parler de soi, mais en fait, je voulais, s'il y a un message à faire, m'adresser aux jeunes artistes, aux jeunes qu'on prend pour des fous parce qu'ils veulent faire l'école d'art, tout ça. Je leur dis, faites l'école d'art, apprenez, même si vous ne faites pas l'école d'art, vous avez quelque chose à... Vous sentez que vous devez faire quelque chose, faites-le. N'écoutez pas le cadre. De toute façon, c'est une maladie. Donc faites-le, créez votre œuvre, ne vous inquiétez pas. Il y a un moment donné, ça va accrocher et c'est un message d'encouragement. Un message d'espoir. D'espoir. Et je me souviens, il y avait un vieux peintre qui m'avait dit, vous savez, mon petit, en fait, le plus difficile, c'est les 70 premières années. Après, ça va tout seul. Oui. Effectivement, j'avais lu ça effectivement de vous. Très bien. C'est votre mot de conclusion, Laurent? Ce sera mon mot de conclusion. C'est les 70 premières années, les plus dures. Très bien, merci beaucoup, C'est moi Laurent, qui vous remercie. de nous avoir partagé ces moments, ces explications sur votre travail et votre parcours.
Cette émission s'achève. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de notre émission Jamais trop d'art. Et je vous dis à bientôt pour découvrir un nouvel artiste.